On a beaucoup parlé du Kazakhstan, une ancienne république soviétique, quand Poutine a envoyé des troupes pour aider le régime à se maintenir en place face à un soulèvement populaire en début d'année. Cette crise avait débuté par une hausse brutale du prix des combustibles. On pourrait penser qu'Astana, la capitale kazakhstanaise qu'on devrait en réalité appeler Nur-Sultan, serait alignée sur le Kremlin. Mais on a eu une belle surprise lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Seuls 4 des alliés de Moscou ont voté contre une condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine et le Kazakhstan n'en faisait même pas partie. Les 4 en question, la Biélorussie de Loukachenko, la Corée du Nord de Kim Jong-un, la Syrie de Bachar al-Assad et l'Érythrée d'Isaias Afwerki. Mais le Kazakhstan de Tokayev, lui, a choisi de s'abstenir. Et il n'y a pas qu'à l'AG de l'ONU que Tokayev a déjoué les pronostics en défiant le Kremlin. Voilà ce qu'il a déclaré à Saint-Pétersbourg sous le nez de Poutine. We do not recognize either Taiwan or Kosovo or South Ossetia or Abkhazia, and I think the same principle is going to be applied with regard to these quasi-state territories which, in our view, are Donetsk and Luhansk. C'est un véritable pied de nez à Moscou, mais c'est aussi sacrément intrépide, j'évite bien le terme courageux, de la part de Tokayev. L'économie du Kazakhstan, principalement des exportations de matières premières, dépend en grande partie de la Russie. 6% du pétrole importé par l'Union européenne provient du Kazakhstan. Or, la quasi-totalité de ce pétrole transite via la Russie. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une trahison du Kazakhstan? Et si trahison il y a, quelles pourraient en être les conséquences pour l'Union européenne? L'hiver soviétique. Durant la guerre froide, le Kazakhstan a subi de plein fouet les abus du Kremlin contre sa population. Par exemple, les autorités soviétiques ont expérimenté des bombes atomiques à proximité immédiate des zones civiles comme Kourtchatov, où se trouvait le principal site d'essais nucléaires soviétique, Semipalatinsk. Même la ville de Semey en a fait les frais alors qu'elle se trouvait à 150 km du site. Bon, après, nous, les Français, on n'est pas irréprochables non plus. Nous aussi, on a expérimenté avec des bombes nucléaires au Sahara et dans le Pacifique au détriment des habitants de la zone qui en souffrent encore les conséquences aujourd'hui. Bref, on ferme la parenthèse, revenons au Kazakhstan. Beria, l'impitoyable bras droit de Staline, voulait justement analyser l'effet des radiations sur le corps humain. Et c'est pour cette raison que le Kremlin a procédé à des effroyables expériences près de zones habitées. Certains estiment que le Kazakhstan a été le théâtre de la pire expérience en la matière. Le paradoxe, c'est que le pays a aussi accueilli le célèbre cosmodrome de Baïkonour que Moscou utilise encore jusqu'à ce jour. Kazakhstan. La Russie continuera d'utiliser Baïkonour au moins jusqu'en 2050. On vous rassure, l'impact de l'Union soviétique ne s'est pas résumé aux essais nucléaires et au lancement de fusées spatiales. Moscou a aussi fait du Kazakhstan un laboratoire agricole. La capitale soviétique a forcé la sédentarisation des Kazakhs, l'ethnie majoritaire du Kazakhstan et historiquement un peuple nomade. L'objectif, l'adoption d'un modèle agricole collectiviste. Le résultat, une famine qui a coûté la vie à 1 500 000 Kazakhs dans les années 30. Le pays a perdu le quart de sa population en l'espace de quelques années. Le Kremlin, pragmatique, y a vu une opportunité. L'Union soviétique repeuplait le Kazakhstan grâce aux purges massives sur son territoire en expédiant des dizaines de milliers de personnes en Sibérie et au Kazakhstan. Et puis, tant qu'à faire, autant en profiter pour russifier le Kazakhstan. Les Russes de souche ont été majoritaires jusque dans les années 90. La logique coloniale s'appliquait aussi à l'Union soviétique qui cherchait à faire du Kazakhstan un nouveau grenier céréalier, tout comme l'Ukraine. Les intérêts de la classe dirigeante et de l'élite économique du Kazakhstan reflètent encore aujourd'hui ceux de l'Union soviétique. Cette dépendance est si profonde que le russe est devenu l'une des langues officielles du Kazakhstan au même titre que le kazakh. Sauf qu'en même temps, le mouvement anticolonialiste prend de l'ampleur dans cette ex-république soviétique. Certains signes de dérussification ne trompent pas. Les Kazakhstanais reviendront à l'alphabet latin d'ici 2023, abandonnant les cyrilliques. Beaucoup de Kazakhstanais ont une dent contre la Russie. Or, le Kazakhstan présente deux caractéristiques qui vont se révéler importantes par la suite. D'abord, le pays a été longtemps dirigé par Nursultan Nazarbayev, arrivé au pouvoir en 90, un an avant l'effondrement de l'Union soviétique. Un président qui, malgré ses nombreux défauts, a donné l'impulsion nécessaire au pays pour qu'il modernise ses infrastructures, accueille des investissements directs étrangers et exploite ses ressources naturelles. Faut savoir que l'économie kazakhstanaise est intrinsèquement liée à celle de la Russie, donc une politique de voisinage et de rigueur. Quand la Russie éternue, c'est nous qui attrapons froid, proverbe kazakh. En fait, le Kazakhstan sait pas trop sur quel pied danser. La Russie a toujours tout fait pour le garder dans son giron.
Par exemple, Moscou a créé en 2015 l'Union économique eurasienne, pensée par Poutine pour maintenir l'influence russe sur l'Asie centrale. D'ailleurs, lors du lancement de cette organisation, le Kazakhstan était très méfiant à l'égard du projet russe. Un bon quart de la population kazakhstanaise est d'origine russe, et c'était justement le prétexte invoqué par Poutine pour justifier l'annexion de la Crimée. Astana Nursultan a finalement accepté avec beaucoup de prudence de rejoindre l'Union économique eurasienne en donnant la priorité à la coopération économique tout en bloquant les propositions russes de créer une alliance militaire. Déjà que le pays appartenait à l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective, une mini-OTAN russe en Asie centrale. Le Kazakhstan souhaitait absolument garantir son indépendance, ce qu'il parvint à faire jusqu'en janvier 2022. Tokayev, président depuis 2019, s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. Les présidents kazakhstanais demandent l'aide du bloc de sécurité dirigé par la Russie. Une opportunité rare pour Poutine de s'immiscer dans les affaires domestiques du Kazakhstan. Après, faut pas s'étonner que la Russie mette son nez dans la politique interne du pays. C'est légitime de la part de Moscou de demander des comptes si on lui demande de reprendre le contrôle du pays. De toute façon, si Tokayev voulait garder le pouvoir, il avait pas le choix. L'Occident refuserait à coup sûr de soutenir son régime autoritaire et encore plus de mettre ne fût-ce qu'un pied en Asie centrale que la Russie considère comme son précaré. Mais à quel prix ? Tu quoque, mi figli? Beaucoup ont perçu le sauvetage du régime de Tokayev grâce à l'intervention des troupes russes comme un rapprochement quasi définitif entre Moscou et Astana. Mais cette illusion s'est dissipée depuis le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Poutine, qui s'acharnait depuis plusieurs années à créer une alliance politique en Asie centrale dirigée par la Russie, est tombé de son perchoir. Aucune des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, celles qu'on appelle les Stan, n'a apporté son soutien au Kremlin. Et quand Poutine a découvert ce qu'avait déclaré Tokayev au sujet de l'invasion russe de l'Ukraine, la presse russe n'a pas été tendre. C'est un coup de poignard dans le dos. Les réseaux est scandalisé par la nomination d'un russophobe au poste de ministre de l'Information au Kazakhstan. Mais l'objectif de Tokayev est clair. Il souhaite absolument détacher le Kazakhstan du cap défini par Moscou. Donc, après avoir désamorcé la crise politique interne grâce à l'intervention russe, même si le geste était peu élégant, Tokayev a profité de l'occasion pour renier la position officielle du Kremlin et se défaire de l'héritage politique de son prédécesseur, Nazarbayev. Alors pour quelle raison il a fait ça ? Tout simplement pour asseoir sa légitimité, pour renforcer son emprise sur le pouvoir et couper les liens avec son prédécesseur qui était lui très proche du Kremlin. Et pour ce faire, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire, il fallait tuer le père. Tokayev a retiré à Nazarbayev tous les honneurs qu'il s'était lui-même accordés, comme par exemple la présidence du Conseil national de sécurité. Kazakhstan, Nazarbayev démis du Conseil de sécurité, Tokayev aux manettes. Il a aussi limogé sa fille, Dariga Nazarbayeva, la présidente du Sénat. Aujourd'hui, elle n'est même plus députée, mais Tokayev ne s'en est pas arrêté là. Il s'est attaqué à l'entourage de l'ex-président. Kazakhstan, après les émeutes, les débuts d'une purge dans l'appareil d'État. Le président Tokayev a remanié les gouvernements et limogé plusieurs responsables des services de sécurité proches de l'ancien chef de l'État, Nursultan Nazarbayev. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Tokayev pense que les troubles que le pays traversait en janvier étaient en grande partie de la responsabilité des alliés de Nazarbayev. Des alliés qui souhaitaient voir la capitale kazakhstanaise réaffirmer son alliance avec la Russie. Mais dès le départ des troupes de l'OTSC, essentiellement russes, du territoire national, Tokayev a tout de suite interrompu ce processus d'ouverture à la Russie. Non pas que Tokayev soit un ardent défenseur de la démocratie, il s'agissait surtout d'une question de souveraineté nationale. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a conforté le président kazakhstanais dans l'idée que Poutine se sentait chez lui dans les anciennes républiques soviétiques, ce qui n'est pas tout à fait faux. Quelle que soit la nature d'une intervention russe au Kazakhstan, pacifique ou militaire, le régime de Tokayev perdrait forcément au change. Que ce soit via une invasion militaire ou alors l'instauration d'un régime kazakhstanais ultra favorable à Moscou. C'est par exemple le cas en Biélorussie où Loukachenko est une marionnette de Poutine. Et puis, par son refus de s'aligner sur la Russie, Tokayev marque des points avec l'Occident. Il se trouve qu'on n'a jamais assez d'alliés quand on veut défier la Russie. Des alliés utiles pour Tokayev vu que ses adversaires sont nombreux. Ce sont surtout des proches de Nazarbayev, ils occupent des postes à haute responsabilité au sein de l'appareil d'État et ils sont pro-russes. Poutine, lui, a déjà décidé d'un plan d'action pour punir l'audace, l'impertinence d'Astana. La Russie ferme les terminaux pétroliers de Novorossiysk après la proposition du Kazakhstan d'envoyer plus de pétrole à l'UE. Un site stratégique pour l'économie kazakhstanaise. C'est de là que le pays exporte 80% de son pétrole.
Le port russe de Novorossiysk est le débouché utilisé par le Kazakhstan pour exporter 80% de son pétrole. En juillet, la compagnie Caspian Pipeline Consortium, qui gère l'oléoduc qui s'étend entre le Kazakhstan et la mer Noire sur près de 1500 km, a pu remettre en service le terminal russe. Mais l'interruption temporaire du débit a quand même violemment affecté l'économie kazakhstanaise. Le Kazakhstan voit son économie ralentie par la guerre russe. La production de pétrole prévisionnelle était revue à la baisse en raison des difficultés d'exploitation d'un oléoduc clé. Et pas qu'un peu, les prévisions de croissance sont passées de 4 à 2%. Un autre détail, c'est que l'interruption des livraisons de pétrole a aussi touché les économies européennes. Le risque que la Russie ferme à nouveau les vannes du pipeline kazakhstanais pousse les autorités kazakhstanaises et européennes à chercher une alternative. До свидания, Poutine. Le risque d'une crise énergétique en Europe liée aux menaces du Kremlin de couper le gaz est un sacré coup de théâtre. Bah oui, les autorités européennes avaient été les premières à user de cet argument pour faire cesser la guerre. L'hiver approche et le Kremlin a bien l'intention de jouer de ses atouts pour accentuer la pression sur l'Europe pour qu'elle cesse de soutenir Zelensky et pour qu'elle cesse d'appliquer les sanctions occidentales. L'enjeu économique est énorme, tant pour l'UE que pour le Kazakhstan. C'est pourquoi ont lieu des pourparlers au plus haut niveau. Tokayev aborde le sujet frontalement. Les présidents du Kazakhstan suggèrent des nouvelles routes d'exportation pour le pétrole après que la Russie a suspendu un oléoduc clé. L'idée de Tokayev, c'est de construire un pipeline sous-marin pour relier les deux rives de la mer Caspienne. Ça tombe bien, c'est pas le seul pays qui a pensé à cette possibilité. On vous avait parlé il y a quelques mois du Turkménistan. Vidéo, un autre pays charmant et très riche en gaz. Ce serait l'Azerbaïdjan qui accueillerait le pipeline de l'autre côté. Bon, sur le papier, c'est une bonne idée, mais un projet de cette ampleur, ça prend plusieurs années à se mettre en place. Donc, en attendant, Tokayev a trouvé une solution provisoire. Pour contourner la Russie, le Kazakhstan va commencer à vendre du pétrole via les pipelines azerbaïdjanais. Depuis début septembre, le Kazakhstan achemine son pétrole à travers la mer Noire jusqu'à Bakou grâce à des supertankers. Ensuite, il est transporté par l'oléoduc BTC jusqu'à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, et Seyhan en Turquie. Et pour augmenter le débit, cette route pourrait être agrémentée d'un autre pipeline entre Bakou et Supsa, une ville portuaire en Géorgie qui donne sur la mer Noire. Sauf que ce dispositif est insuffisant par rapport à la demande du marché européen. Le Kazakhstan ne pourrait livrer que 100 000 barils de pétrole par jour, soit tout juste 8% de ce qu'il pouvait livrer à travers l'oléoduc qui passait par la Russie. On pourrait augmenter le débit de livraison en ayant recours par exemple au réseau ferroviaire jusqu'à Batumi, une autre ville portuaire en Géorgie sur la mer Noire. Mais de 1, cette hausse reste marginale et en plus les chemins de fer empruntés traversent le territoire russe. Pour échapper à la dépendance à l'égard de la Russie, le Kazakhstan a besoin du soutien de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Turquie. Ça tombe bien, ces trois pays se méfient aussi de la Russie. Déjà, la Géorgie s'est fait piquer 18% de son territoire par la Russie lors d'une opération militaire qui a mal tourné en 2008. On a déjà fait une vidéo sur le sujet, donc on va vous la mettre en lien. Après, pour l'Azerbaïdjan, c'est un peu moins clair. L'Azerbaïdjan a dominé son adversaire historique, l'Arménie, jusqu'à ce que Moscou l'empêche d'aller jusqu'au bout. La Russie n'avait aucune envie que les Occidentaux se mêlent de l'affrontement de 2020 au nom du groupe de Minsk créé pour régler le conflit du Haut-Karabakh. Pareil, on a aussi fait une vidéo sur le sujet. Malheureusement, les attaques de part et d'autre de la frontière ont repris il y a pas longtemps. D'ailleurs, le véritable allié de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie soutenu par la Russie, c'est la Turquie. Alors la Turquie, justement, si l'on peut critiquer Erdogan sur sa gestion économique, ce que l'on ne s'est pas gêné de faire ici sur Diplometrix vidéo, il faut lui reconnaître une très grande habileté tactique. Erdogan est le seul homme d'État qui a su jouer le rôle de médiateur pour négocier un accord russo-ukrainien sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Erdogan serait ravi de gêner Poutine dans son précaré centra-asiatique, surtout si c'est au bénéfice de la Turquie. Donc, des redevances sur du pétrole kazakhstanais qui transiterait par ses ports ou ses oléoducs, c'est du pain béni. Alors, pourquoi on vous parle de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie? Nazarbayev a choisi Tokayev pour lui succéder car il croyait pouvoir le manipuler aisément. Sauf que Nursultan Nazarbayev a fait une erreur d'appréciation. Tokayev a fait une très belle carrière diplomatique au service de son pays comme au sein des Nations Unies. Il en est même devenu secrétaire général adjoint et directeur du bureau de Genève. Tokayev est un redoutable diplomate qui sait comment jouer des adversités des autres pour prendre l'avantage. Bref, l'UE et le Kazakhstan se creusent la tête pour trouver un moyen fiable d'acheminer des quantités suffisantes de pétrole, mais en attendant, ils doivent aussi assurer la livraison au compte-gouttes. Cette situation a braqué les projecteurs sur la vulnérabilité de l'économie du Kazakhstan face à sa grande sœur, la Russie. Pour diminuer l'influence russe, Tokayev veut refondre entièrement le système politique et économique du pays. Les dirigeants du Kazakhstan souhaitent des élections anticipées et un raccourcissement des mandats présidentiels. Les élections devaient initialement se tenir en 2024, mais elles vont probablement être avancées à cet automne. Après, on se fait pas d'illusions, Tokayev sera très probablement élu avec une écrasante majorité qui ne reflètera pas la réalité. Mais il faut encore que le Parlement du pays approuve cette proposition. Une proposition très pertinente à certains égards. La limitation à un seul mandat d'une durée de 7 ans. Tokayev a déjà 69 ans. Il ne dirigera plus le pays
très longtemps. Mais en ces temps, s'il est réélu, il aura largement l'opportunité de transformer le pays. En tout cas, plus que sous les 3 décennies de règne de Nazarbayev. En attendant, la défiance du Kazakhstan à l'égard de la Russie reste prudente. Il a beau ne pas s'être opposé à la condamnation de la Russie à l'AG des Nations Unies, il n'a pas non plus appliqué les sanctions occidentales prises à son encontre. Le Kazakhstan est un géant diplomatique discret. C'est pas un hasard si pour la première sortie du territoire chinois de Xi Jinping depuis le début de la pandémie, il a décidé de se rendre au Kazakhstan avant d'aller à Sarkhamand en Ouzbékistan pour le sommet de l'OCS pour y rencontrer Tokayev. Xi Jinping au Kazakhstan. Pékin veut renforcer son influence en Asie centrale. Le président chinois, Xi Jinping, n'avait pas quitté son pays depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il est ce 14 septembre au Kazakhstan avant de rencontrer Vladimir Poutine à Samarkand en Ouzbékistan. Parce que oui, le Kazakhstan est pris en tenaille entre la Russie et la Chine. Tokayev a fait une partie de ses études à la Beijing Yuan Dashui, l'université des langues et des cultures de Beijing, avant d'enchaîner pendant plusieurs années avec un poste de diplomate à l'ambassade du Kazakhstan en Chine. De la même manière que Tokayev joue de ses alliances avec la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Turquie et l'Union européenne, il est très probable qu'il fasse de même du côté de la Chine. Est-ce que le Kazakhstan réussira à s'extraire de l'orbite russe? Y aura-t-il une confrontation directe entre Tokayev et Poutine? On refera le point dans quelques mois. Merci pour ton écoute et à la prochaine.